Bonjour et bienvenue à Saint-Martin-Vésubie, en mon nom et puis au nom de l'AMON, Association Montagne et Patrimoine, qui a pour objectif de faire découvrir le patrimoine du Haut-Pays et puis de le mettre aussi en valeur. Alors l'histoire de Saint-Martin, c'est une histoire un petit peu à part, à la fois dans la vallée de la Vésubie et dans le Haut-Pays niçois. Et cette histoire française, elle commence en 1860. À la suite du concours que Napoléon III a apporté à Cavour pour faire constituer l'unité italienne, Napoléon III reçoit une partie du comté de Nice et puis les de Savoie. Alors, évidemment, l'Empire va vouloir marquer cette nouvelle présence française et pour cela, deux aspects vont être mis en valeur. D'abord, les transports et puis ensuite, le bâtiment que vous avez ici devant vous, qui est la mairie. Alors il faut que vous imaginiez que la mairie va être construite dans un espace qui est complètement vide. Il n'y a que des champs tout autour. Et donc ce bâtiment, qui est quand même un petit peu disproportionné par rapport à la taille du village à l'époque, et cette mairie, elle veut marquer justement la présence française. Alors cette mairie, elle est donc érigée à partir de 1860, donc 1863, nous avons une petite plaque qui le rappelle. Et vous voyez donc un bâtiment assez imposant, donc à 7 arches, qui repose donc sur des piliers de granit, un style de mairie qui n'est pas dépaysant pour les Niçois, puisqu'on y retrouve à la fois donc, les couleurs, cette ocre rouge, ce beige, donc, qui est cette volonté de marquer la présence de la France. La route carrossable va arriver à Saint-Martin en 1874 et encore, elle n'arrivera pas au cœur du village, elle arrivera à l'entrée, au Touron. Et il faudra attendre 1899 pour que la route que nous connaissons aujourd'hui soit construite par la municipalité. Et il faudra attendre 1909 pour que la route des Gorges que nous empruntons tous aujourd'hui soit construite. Alors, en 1864, va se produire aussi un événement qui va être très important pour Saint-Martin. C'est qu'un géographe, donc Élisée Reclus, est chargé de faire des guides. Ce sont les guides bleus, les petits guides Johannes. Et dans un de ces guides, il écrit que, décrivant les environs de Saint-Martin, il écrit « Nul doute que dans les périodes à venir, les alentours de Saint-Martin ne soient considérés comme la petite Suisse pour les Niçois ». Et donc de là viendra ce nom de petite Suisse niçoise qui reste encore la caractéristique de Saint-Martin aujourd'hui et qui va entraîner un essor touristique de Saint-Martin. Eh bien, je vous propose de continuer la visite et de nous acheminer vers le village du 18e et du 19e, bien sûr. Cette plaque qui rappelle que le président Félix Faure est venu dans les Alpes-Maritimes et à Saint-Martin. Il vient en visite officielle dans les Alpes-Maritimes sur les terres nouvelles, comme il dit, et il vient à Saint-Martin-Vésubie jusqu'à l'extrême frontière. Et il faut savoir qu'à l'époque, la frontière ne passe pas sur les crêtes, comme elle passe aujourd'hui, mais elle passe en bas de la pente, à 1 kilomètre à peu près du village. Et ceci jusqu'en 1947, où là, la frontière redeviendra sur les crêtes. Et il faudra attendre 1989 pour qu'un dernier petit morceau de terre du côté d'Isola devienne française. Donc, ça n'est qu'en 1989 que la frontière sera définitivement fixée. Une deuxième chose aussi par rapport à cet hôtel des Alpes, c'est l'un des premiers hôtels construits et surtout il va prendre une grande réputation parce qu'il va accueillir Victor de Sessol. Victor de Sessol donc est un Niçois d'une grande famille niçoise qui vient à Saint-Martin parce qu'il a des problèmes de santé, des rhumatismes dit-on, et il va se prendre d'amour pour la montagne. Il va faire beaucoup d'excursions et on a des cartes postales où on le voit accompagné de son guide Jean Plainte
et d'un mulet qui porte les plaques de verre. Le sculpteur de ces sols va faire plus de 6 à 7 000 clichés de toutes les Alpes. Il deviendra ensuite secrétaire puis directeur du club alpin français section des Alpes-Maritimes. Il créera les premiers refuges et en 1909, eh bien, il organisera les premiers concours de ski. Bien, devant ce canal, nous allons faire un grand saut dans le temps et nous allons nous arrêter en 1417, puisque c'est à cette époque que les habitants de Saint-Martin-Vésubie adressent au souverain, le duc de Savoie, une lettre par laquelle il lui demande l'autorisation de capter l'eau, puisque l'eau appartient au souverain, et ils demandent cette autorisation parce qu'ils ont besoin d'un canal d'irrigation qui permettra d'augmenter la quantité de fourrage. Et nous verrons tout de suite après qu'on avait bien besoin d'augmenter la quantité de fourrage. Alors, ce bial, comme on l'appelle ici, eh bien, cette gargouille centrale, nous en connaissons deux en France, celle de Saint-Martin et puis également celle de Briançon. Alors, évidemment, elles n'ont pas tout à fait la même importance. Alors ce petit canal, le Bial, est un marqueur très fort de l'identité culturelle saint-martinoise. D'abord parce que tout Saint-Martinois, grand ou petit, volontairement ou involontairement, c'est une fois au moins tremper les pieds dans cette eau qui n'est pas particulièrement chaude. Et donc c'est un élément important. Et puis cette petite rue que vous voyez, cette rue droite, eh bien, c'est aussi une rue extrêmement importante parce que depuis le XVIe siècle, eh bien, c'est une route qui va voir passer la route du sel. Et il faut que vous vous imaginiez, à cette époque, des caravanes de mulets lourdement chargées de sel, mais également d'huile, qui vont monter cette petite rue et puis qui vont passer par le col de Fenestre et arriver donc en Italie. Alors le sel de cette route du sel, il vient des Salindières, il est transporté par Gabard jusqu'à Nice et de Nice par les chemins muletiers en passant par les Vins, Duranius, Saint-Jean-la-Rivière. Il arrive donc à Saint-Martin, dernière étape avant le col de Fenestre et puis l'Italie. Eh bien, nous arrivons ici, à la fin du XVIIe siècle, devant cette chapelle des Pénitents Blancs. Sur cette façade, vous avez trois bas-reliefs. Le bas-relief à gauche représente Sainte-Hélène. Au centre, vous avez une Pietà, sur le modèle des Pietà de Michel-Ange. Et puis, à droite, vous avez son fils Constantin, qui, à la veille d'une bataille importante, aurait vu en rêve la croix, qui est une voix lui aurait dit, par cette croix tu vaincras. Et le lendemain, effectivement, il était vainqueur. Ce bas-relief, il a été fait en 1843 par un sculpteur niçois, Parini. Alors au-dessus, vous avez un petit oculus, puisque je vous disais que ça a été refait au XIXe siècle, et puis des pilastres encastrés en trompe-l'œil. Je vous invite à rentrer donc dans cette chapelle. Alors cette chapelle est un très très bel exemple de ce que l'on appelle le baroque alpin. C'est la plus grande des deux chapelles de pénitents que nous possédons à Saint-Martin. Alors c'est aussi elle qui regroupe les tableaux les plus importants. Sur ce côté, vous avez des tableaux qui relatent la passion du Christ, et de l'autre côté, donc des tableaux qui rappellent des moments de la vie du Christ, la scène, le lavement de pieds notamment. Mais ce qui est évidemment le plus frappant dans cette chapelle, c'est l'autel qui est vraiment une manifestation donc, du baroque, à la fois par les couleurs, à la fois par le mouvement, ces colonnes torses qui montent vers le ciel. Et nous avons également, du point de vue architectural, une lumière qui vient du haut et qui rappelle la lumière divine, et la décoration qui devient plus importante au fur et à mesure qu'on s'élève. Au-dessus donc, de cet entablement, vous voyez des chapiteaux qui sont richement décorés. Alors, comme dans toutes les chapelles de pénitents blancs, le tableau au-dessus de l'autel rappelle la Sainte Croix, et c'est donc une descente de croix qui est faite par un peintre niçois, Baudouin,
sur un carton de Rubens, et l'original donc de ce tableau est dans la cathédrale d'Anvers. Voilà. Alors, autour donc de ce tableau, nous avons deux saints qui rappellent quand même la vie du village, à la fois Saint-Éloi et Saint-Blaise. Alors Saint-Éloi est le saint patron des orfèvres, comme vous le savez peut-être, et il est aussi le patron des forgerons. Et quand vous savez que sur cette route du sel, la Strada Ducale, dont je parlais tout à l'heure, passait de 10 000 à 20 000 mulets par an, eh bien ces mulets, il fallait les ferrer, et il y avait dans le village une douzaine de maréchaux ferrants pour justement s'occuper donc de ces mulets. Donc notre Saint-Éloi, il rappelle bien un moment important de la vie du village. Et puis de l'autre côté, Saint-Blaise, qui est le patron des agriculteurs, c'est aussi un saint guérisseur. On se souvient que la légende dit qu'il aurait guéri des petits-enfants qui allaient s'étouffer, et il en reste une légende encore vivace ici aujourd'hui, c'est-à-dire que Saint-Blaise guérit les maux de gorge. Et il faut savoir que dans cette région, il y avait beaucoup de goitres, tout simplement parce que les gens manquaient d'iode. Et Saint-Blaise, qui avait donc guéri ces 3 petits-enfants qui s'étouffaient, était censé guérir les maux de gorge. Et il y a encore donc cette coutume, ce qu'on appelle le coulaillot, où au moment de la Saint-Blaise, le prêtre, pour les fidèles qui le veulent, croise 2 cierges enflammés devant la gorge des fidèles et lui dit « Par Saint-Blaise, je te guéris ». Donc vous voyez, on a ici un ancrage très fort dans la vie quotidienne donc, du village, et puis en même temps un au-delà à travers ce tableau vers l'art qui est aussi l'art international.